Arrête de faire semblant, Gab. Lève-toi et arrête de gâcher le barbecue familial. La voix de mon beau-père, Robert, résonnait dans le jardin tandis que je gisais immobile sur le béton, sentant un vide terrifiant à la place de mes jambes. Du sang coulait de ma tête, formant une petite flaque à côté de mon visage, mais tout ce que je recevais, c'était des regards irrités et méprisants. « Il a toujours été dramatique », murmura ma belle-mère, Janet, en secouant la tête avec dégoût. « C'est typique de Gab, il cherche toujours à attirer l'attention. » J'ai fêté mes 27 ans la semaine dernière. Je m'appelle Gab Morrison, je suis ingénieur civil, et il y a 5 minutes, j'étais un homme en bonne santé qui venait de glisser sur une surface délibérément huilée par l'homme qui devrait me respecter en tant que gendre. Le pire dans tout ça, mes propres parents étaient là, observant ma souffrance, et ont choisi de croire les paroles de mon beau-père plutôt que mes cris désespérés pour appeler à l'aide. « Mon fils, tu exagères », m'a dit mon père, Donald, en s'approchant avec cette expression que je connaissais depuis mon enfance, la même qu'il avait lorsqu'il pensait que je mentais sur mes mauvaises notes à l'école. Robert a juste mis un peu d'huile sur la terrasse pour la protéger. Ce n'est rien de grave. J'ai essayé de bouger mes jambes, n'importe comment, mais c'était comme si elles n'existaient plus. La panique a commencé à m'envahir lorsque j'ai réalisé que je ne sentais plus rien en dessous de la taille. Ni douleur, ni pression, ni température. Absolument rien. « S'il vous plaît », ai-je supplié, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Quelque chose ne va vraiment pas. Je ne sens plus mes jambes. Je ne peux pas les bouger. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Robert éclata d'un rire cruel, le même son que j'avais appris à craindre au cours de mes 3 années de mariage avec sa fille, Michelle. Une ambulance? Pour une simple glissade? Quelle honte, mon garçon. De mon temps, un homme qui se respectait ne pleurait pas pour un rien. Michelle, ma femme, se tenait à quelques mètres de là, clairement partagée entre le désir de me soutenir et celui d'éviter de s'opposer à son père. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux, mais aussi la peur de défier l'autorité familiale qui dominait notre vie depuis notre mariage. Il s'est peut-être cogné la tête et il est un peu confus, suggéra ma mère, Patricia, avec ce ton condescendant qu'elle utilisait toujours pour minimiser les situations. Tu sais comment il est quand il est nerveux. La cour était remplie de parents et d'amis de la famille, une quinzaine de personnes qui étaient venues pour le traditionnel barbecue du dimanche chez les Hendricks. Tout le monde me regardait avec un mélange de curiosité et d'irritation, comme si j'étais un mauvais acteur essayant de voler la vedette dans une pièce bien répétée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Robert avait passé les derniers mois à planifier de petites blagues à mon égard, toujours déguisé en accident. Le clou qui était mystérieusement apparu dans le pneu de ma voiture la semaine dernière. La fuite dans la canalisation de la salle de bain qu'il avait réparée et qui avait fini par inonder mon bureau à la maison. La nourriture avariée qu'il avait insisté pour me servir lors du dernier dîner en famille. Chaque incident semblait isolé, mais je commençais à remarquer une tendance. Robert ne voulait pas de moi dans la famille, était déterminé à m'humilier jusqu'à ce que je renonce à épouser Michelle. Mais cette fois, sa blague avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. « Gab, tu dois arrêter ce petit jeu », a finalement dit Michelle, la voix chargée d'embarras. « Mon père ne ferait jamais rien pour te blesser intentionnellement. Ce n'était qu'un accident stupide. » Alors que je luttais pour rester conscient, pris de nausées et de vertiges qui indiquaient quelque chose de très grave, une seule personne dans le jardin semblait sincèrement inquiète. C'était Josh, le voisin d'accent grave côté, qui s'était approché après avoir entendu le bruit de ma chute. « Les gars, dit-il d'un ton hésitant, vous devriez peut-être l'emmener à l'hôpital. Il n'a vraiment pas l'air bien. » Mais même Josh fut rapidement réduit au silence par les regards désapprobateurs de la famille. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais discrètement installé une petite caméra de sécurité dans le jardin la semaine précédente, après avoir soupçonné Robert de le jouer. Une caméra qui avait filmé chaque seconde de l'application délibérée de l'huile sur la terrasse, chaque mot de sa confession à ses amis sur la façon dont il allait donner une leçon à son gendre qui se prenait pour un grand. Si vous avez déjà vécu l'expérience de voir votre douleur ignorée par les personnes qui devraient vous protéger, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire de trahison familiale ne fait que commencer. Et lorsque les résultats de l'IRM sont arrivés, montrant exactement ce que Robert avait causé avec sa blague innocente, le mot « criminel » a pris un tout nouveau sens dans la famille Hendricks. La douleur dans ma tête s'intensifiait et les vagues de nausées se succédaient à intervalles de plus en plus courts. Je sentais quelque chose de chaud couler derrière mon oreille, probablement du sang provenant de mon choc contre le béton. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était le vide absolu à l'endroit où auraient dû se trouver mes jambes. « Robert, tu ne devrais pas au moins l'aider à se relever ?» demanda Josh à nouveau, sa voix empreinte d'une inquiétude sincère qui contrastait fortement avec l'indifférence de tous les autres. Mon beau-père éclata d'un autre rire, celui que j'avais appris à reconnaître comme le signe avant-coureur de l'humiliation.
Robert Hendricks était un homme de 58 ans, ancien sergent de l'armée qui n'avait jamais surmonté le fait d'avoir été renvoyé pour problème de comportement, euphémisme militaire pour ce que les civils appelleraient des tendances sadiques. « Josh, mon cher voisin, » dit Robert en tapant sur l'épaule de l'homme avec une force excessive. « Tu ne connais pas Gab comme nous le connaissons. Il a toujours été du genre sensible. À l'université, il s'est évanoui lors de son premier exposé en ingénierie. Michel nous l'a raconté. Je me souvenais de cette histoire déformée. J'avais fait une crise d'angoisse pendant un exposé important parce que j'étais en deuil. Mon grand-père était décédé la semaine précédente. Mais dans la version de Robert, j'étais juste faible et dramatique. « Papa, il s'est peut-être vraiment blessé », a dit Michel d'un ton hésitant, s'approchant enfin. Elle s'est agenouillée à côté de moi, mais a évité de me toucher, comme si mon état était contagieux. « Gab, tu peux bouger tes orteils. » J'ai essayé de toutes mes forces, en me concentrant intensément sur mes pieds. Rien. C'était comme essayer de bouger un membre qui n'existait tout simplement plus. « Non », répondis-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. « Michel, s'il te plaît, je ne sens rien en dessous de la taille. Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va vraiment pas. » Ma belle-mère, Janet, apparut avec un verre d'eau glacée. « Tiens, mon chéri, bois ça. Tu es peut-être juste déshydraté. Il fait très chaud aujourd'hui. » De déshydratation. Comme si la déshydratation pouvait provoquer une paralysie instantanée. C'est alors que mon père prit la parole, et ces mots me transpercèrent plus profondément que n'importe quelle blessure physique. « Gab, tu es en train d'embarrasser ta mère et moi. Robert est notre hôte, et tu fais un scandale dans son jardin à cause d'une simple chute. » Donald Morrison avait toujours été un homme qui accordait une grande importance aux apparences. Directeur de banque depuis 30 ans, il m'avait élevé avec la philosophie que montrer sa faiblesse était le pire péché qu'un homme puisse commettre. Lorsque je me suis cassé le bras à l'âge de 12 ans en jouant au baseball, il m'a fait attendre 3 heures avant d'aller à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas courir comme un désespéré. « Exactement », acquiesça ma mère, Patricia, en ajustant nerveusement le collier de perles qu'elle portait toujours lors des occasions spéciales. « Les gens te regardent, Gab. Tu dois te contrôler. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'elle avait raison. Les autres invités, oncles, cousins, amis de la famille, formaient un demi-cercle autour de moi, m'observant comme si j'étais un spectacle de cirque. Certains chuchotaient entre eux, d'autres filmaient discrètement avec leur téléphone portable. Personne ne semblait sincèrement préoccupé par mon bien-être. « Vous savez, » dit Robert, d'une voix faussement nostalgique, « ça me rappelle quand Gab était plus jeune et que Michel a commencé à sortir avec lui au lycée. Il s'était évanoui la première fois qu'il était venu dîner ici aussi. Janet avait dû aller chercher les sels aromatiques de grand-mère. » Nouvelle salve de rire dans l'assistance. Je me souvenais de cette soirée. J'avais 17 ans et j'étais amoureux pour la première fois. Robert avait passé tout le dîner à me tester, me posant des questions sur mes projets d'avenir, mes intentions envers sa fille. Je ne m'étais pas évanoui, j'étais juste extrêmement nerveux et un peu étourdi. Mais au fil des ans, l'histoire avait été déformée et racontée tellement de fois qu'elle était devenue une légende familiale. Le gendre faible qui s'évanouit sous la pression. En fait, a poursuivi Robert, les yeux brillants de malice, je parie que si je vous racontais toutes les fois où Gab a eu des accidents, ici, il nous faudrait toute l'après-midi. Mon sang se glaça. Il se vantait. Devant toute la famille, il avouait pratiquement que les « accidents » n'étaient pas des accidents. Vous vous souvenez de la fois où il a crevé juste devant l'entrée? Ou quand la plomberie de la salle de bain des invités a fui juste le week-end où il travaillait au bureau? Robert rit, comme s'il racontait des blagues innocentes. Ce garçon a vraiment de la chance, vous ne trouvez pas? Josh fronça les sourcils. « Attends, Robert. Tu veux dire que… » « Je veux dire que Gab attire les problèmes comme un aimant, » l'interrompit rapidement Robert. « Certaines personnes sont comme ça, malchanceuses. » Mais je pouvais voir dans les yeux de Josh qu'il commençait à comprendre. L'application d'huile sur le pont n'était pas destinée à le protéger, comme Robert l'avait initialement prétendu. C'était délibéré. « Papa, » dit Michel, la voix chargée d'une suspicion grandissante, « tu n'as pas appliqué d'huile sur le pont ce matin pour protéger le bois? »« Bien sûr que si, princesse, » répondit Robert, mais son expression avait légèrement changé. « Entretien régulier, comme je vous l'ai toujours appris. »« Mais tu as appliqué de l'huile sur toute la terrasse ?» demanda Josh, d'une voix plus ferme. « Parce que je vois seulement cette zone où Gab a glissé qui brille différemment du reste. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Robert qui, pour la première fois depuis que je le connaissais, semblait à court de réponse. « Josh, tu ne comprends rien à l'entretien d'une terrasse, » dit-il finalement, mais sa voix avait perdu toute son assurance. «
Seules quelques zones avaient besoin d'être traitées aujourd'hui. Papa, répéta Michel, cette fois avec plus de fermeté, montre à tout le monde où tu as appliqué de l'huile aujourd'hui. Robert fit un geste vague en direction d'autres parties de la terrasse, mais même de là où j'étais allongé, je pouvais voir qu'il n'y avait aucun signe d'application récente d'huile ailleurs. Seulement dans la zone où j'avais glissé, une bande d'environ 2 mètres qui, par coïncidence, était exactement le chemin que je devais emprunter pour sortir de la piscine et rentrer dans la maison. Ça ne ressemble pas à de l'entretien, dit Josh, désormais clairement mal à l'aise. Ça ressemble plus à... Comme une blague, ai-je terminé, utilisant toute la force qui me restait pour parler assez fort que tout le monde puisse entendre. Il a mis de l'huile uniquement là où il savait que je passerais. Il voulait que je glisse. C'est ridicule, a explosé Robert, mais son visage devenait rouge. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Tu es ma belle-fille. Parce que tu me détestes, répondis-je, les mots sortant avec une clarté surprenante malgré la douleur. Parce que tu n'as jamais accepté que ta fille m'épouse. Parce que tu as passé les 3 dernières années à essayer de m'humilier, de me saboter et de me faire renoncer à ce mariage. Gab, s'écria ma mère, horrifiée. Comment peux-tu porter de telles accusations? Robert est un homme respectable. Mais Michel me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de reconnaissance et d'horreur grandissante. Mon Dieu, murmura-t-elle en couvrant sa bouche de ses mains. Gab, tu penses vraiment que... Je ne le pense pas, Michel. Je le sais. J'ai essayé de m'appuyer sur mes coudes, mais la douleur dans mon dos était insupportable. Le clou dans mon pneu est apparu après que je me suis opposé à lui au sujet de notre destination de lune de miel. La fuite dans la plomberie s'est produite le week-end où je terminais la proposition pour le client le plus important de ma carrière. La nourriture avariée qu'il m'a offerte la semaine dernière avait une odeur étrange que je semblais être la seule à remarquer. « Tu délires », dit mon père, mais sa voix ne semblait plus aussi convaincue. Et aujourd'hui, continuai-je, ignorant la douleur croissante dans ma tête, il a mis de l'huile uniquement à l'endroit où il savait que je passerais. Pas sur toute la terrasse. Juste là. Un piège parfait. Robert était maintenant visiblement agité, transpirant abondamment malgré la brise fraîche de l'après-midi. Je faisais juste de l'entretien préventif. Comme je le fais toujours. Alors montre à tout le monde le flacon d'huile que tu as utilisé, dit Josh, sa voix prenant un ton presque inquisiteur. Et explique pourquoi tu l'as appliqué uniquement à cet endroit précis. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose dans les yeux de Robert qui m'a rempli d'une sombre satisfaction. La peur. Pour la première fois en 3 ans, l'homme qui avait fait de ma vie un enfer était publiquement interrogé sur ses actes. Et puis je me suis souvenu de la caméra que j'avais installée. La petite caméra de sécurité que j'avais cachée dans les feuilles de l'érable, avec une vue parfaite sur toute la terrasse. La même caméra qui avait filmé Robert en train d'appliquer délibérément de l'huile uniquement à l'endroit où je passerais, tout en expliquant à son ami Tom comment il allait donner une leçon à son gendre arrogant. Pendant que la famille continuait à discuter de mon état et des accusations que j'avais portées, j'ai fermé les yeux et j'ai souri intérieurement. Ils ne le savaient pas encore, mais toutes les preuves dont j'avais besoin étaient déjà enregistrées et synchronisées automatiquement avec mon compte cloud. Robert Hendricks venait de commettre l'erreur qui allait transformer sa plaisanterie cruelle en preuve criminelle. Et dès que j'aurais accès à un hôpital et à Internet, toute son arrogance accumulée depuis des décennies deviendrait l'arme de sa propre destruction. Mais d'abord, je devais survivre à la négligence médicale de ma propre famille, qui continuait d'insister pour traiter une lésion médulaire comme une crise de colère théâtrale. La véritable bataille ne faisait que commencer, et Robert n'avait aucune idée à quel point j'étais prêt à l'affronter. La discussion sur l'huile sur la terrasse fut brusquement interrompue lorsque je sentis une violente vague de nausées me submerger. Je tournai la tête sur le côté et vomis sur le béton, le liquide sortant avec une teinte jaunâtre qui m'alarma immédiatement. Maintenant, il en fait tout un drame, même avec le vomi, marmonna ma belle-mère Janet en plissant le nez de dégoût. Il a probablement trop bu avant d'arriver ici. Je n'ai rien bu, parvins-je à dire faiblement en m'essuyant la bouche avec la manche de ma chemise. S'il vous plaît, quelque chose ne va vraiment pas. Je dois aller à l'hôpital. Josh s'agenouille à côté de moi, ignorant complètement les regards désapprobateurs de la famille. Gab, tu sens si je te serre la cheville. Il pressa mon pied droit assez fort pour que n'importe qui aurait crié de douleur. Rien. Absolument rien. Les gars, dit Josh, d'une voix qui prenait un ton vraiment urgent, ce n'est pas normal. Il ne sent vraiment rien. Ça pourrait être une blessure à la colonne vertébrale. Josh, tu n'es pas médecin, rétorqua Robert, mais sa voix avait perdu beaucoup de son arrogance précédente. Il s'est juste cogné le dos. Tout le monde se cogne le dos tous les jours.
C'est alors que Michel s'est interposé entre son père et Josh, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. « Papa, peux-tu nous montrer exactement où tu as appliqué l'huile aujourd'hui ? Josh a raison. Seule cette zone spécifique est différente. Michel, tu remets en question ton propre père. » A explosé Robert, le visage rouge. « À cause de ce. De quoi, papa ?» demanda Michel, haussant le ton. « De mon mari qui est clairement blessé ? De l'homme que j'aime et que tu n'as jamais accepté ?» La révélation resta suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Pour la première fois en 3 ans de mariage, Michel confrontait publiquement le comportement de son père à mon égard. « Ma fille, intervint ma belle-mère Janet, tu te laisses influencer par l'hystérie du moment. Ton père ne ferait jamais rien pour blesser quelqu'un intentionnellement. » « Alors pourquoi, dit Josh, examinant maintenant le pont plus attentivement, y a-t-il des traces de pas dans l'huile qui montrent que quelqu'un a délibérément marché dans cette zone? Et pourquoi ces traces ont-elles le même motif que les semelles des bottes de Robert? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les autres invités, qui jusqu'alors étaient restés à l'écart comme de simples spectateurs, commencèrent à s'approcher pour voir ce que Josh avait découvert. « Cela ne prouve rien, dit finalement mon père Donald, mais sa voix ne semblait plus très convaincante. Les empreintes peuvent avoir plusieurs explications. Pendant qu'il discutait des preuves matérielles, mon état se détériorait rapidement. Le mal de tête s'était transformé en une pression constante et intense. Ma vision commençait à se brouiller et je sentais des vagues alternées de chaleur et de froid qui indiquaient que mon corps était en état de choc. « S'il vous plaît, suppliai-je une fois de plus, ma voix s'affaiblissant. Peu importe comment c'est arrivé. J'ai besoin d'aide médicale maintenant. » C'est à ce moment-là qu'une nouvelle voix a coupé la discussion comme un couteau. J'ai déjà appelé une ambulance. Tout le monde s'est retourné pour voir Tom, l'ami de Robert qui avait été témoin de l'application de l'huile plus tôt. Il se tenait au bord du jardin, son téléphone portable à la main, l'air grave. « Tom !» cria Robert, clairement trahi. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que, Robert, » répondit Tom, d'une voix empreinte d'une autorité morale qui fit taire tout le jardin. « Je t'ai entendu expliquer exactement comment tu allais donner une leçon à ton gendre pendant que tu lui appliquais cette huile. Et maintenant, j'en vois les conséquences. » La confession de Tom fit l'effet d'une bombe au milieu de la réunion de famille. Tous les regards se tournèrent vers Robert, avec des expressions de choc, d'horreur et, finalement, de compréhension. Il a dit qu'il allait faire glisser le garçon et le ridiculiser dans la piscine, continua Tom, apparemment soulagé d'avoir enfin dit la vérité. Il a dit que ce serait drôle de voir son gendre arrogant se mouiller de la tête aux pieds. Michel a couvert sa bouche de ses mains, les yeux remplis de larmes. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça exprès. » Robert a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément une explication qui pourrait sauver sa réputation. Mais aucun mot ne pouvait effacer ce que Tom avait révélé. C'est à ce moment-là, en observant le désespoir grandissant dans les yeux de l'homme qui avait fait de ma vie un enfer, que quelque chose a fondamentalement changé en moi. La douleur physique était insupportable, la trahison de ma famille était dévastatrice, mais j'ai soudainement une vision très claire de ce qui devait arriver. Robert Hendricks avait franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Et j'avais des preuves dont il ne soupçonnait même pas l'existence. « Michel, dis-je d'une voix calme qui me surprit moi-même, quand je sortirai de l'hôpital, nous devons parler. De beaucoup de choses. » Alors que les sirènes de l'ambulance se rapprochaient, je fermai les yeux et souris intérieurement. Non seulement parce que les secours arrivaient enfin, mais aussi parce que je venais de découvrir quelque chose sur moi-même. Je n'étais pas seulement une victime des circonstances. J'étais quelqu'un qui documentait méticuleusement les preuves, quelqu'un qui installait des caméras de sécurité, quelqu'un qui savait exactement comment transformer l'arrogance d'un homme cruel en arme de sa propre destruction. L'ambulance arrivait pour me sauver la vie. Mais ma caméra secrète avait déjà capturé tout ce dont j'avais besoin pour détruire celle de Robert. La véritable bataille ne faisait que commencer, et il n'avait aucune idée à quel point j'étais prêt à la gagner. Les 3 jours qui ont suivi à l'hôpital général du Massachusetts ont été un tourbillon d'examens, d'opérations et la réalité dévastatrice de mon diagnostic. Lésion complète de la moelle épinière au niveau de la 2e vertèbre lombaire. Paralysie permanente des jambes. Mais tandis que les médecins m'expliquaient tout sur les fauteuils roulants et la physiothérapie, mon esprit était concentré sur toute autre chose. La petite caméra de sécurité qui continuait d'enregistrer dans le jardin des Hendricks. « Docteur Martinez, ai-je demandé lors d'une visite médicale, j'ai besoin de savoir, ma blessure aurait-elle pu être évitée si j'avais reçu des soins immédiats ?» Le neurochirurgien fronça les sourcils en consultant mes examens. « Gab, la blessure initiale était grave en raison de l'impact. Mais le gonflement qui a causé des dommages supplémentaires.
Oui, si vous aviez été immobilisé et soigné dans les 2 premières heures, nous aurions probablement préservé davantage de fonctions neurologiques. 20 minutes. 20 minutes de négligence familiale avaient transformé une lésion partielle en paralysie permanente. Docteur, pourriez-vous le consigner officiellement? Pour mes dossiers personnels? Il acquiesça, sans se douter qu'il me fournissait l'une des pièces les plus importantes du puzzle juridique que j'étais en train de reconstituer. Michel venait lui rendre visite tous les jours, mais nos conversations étaient tendues et superficielles. Elle évitait de parler de son père, et je n'étais pas encore prêt à révéler tout ce que je savais. Mais le 4e soir, lorsqu'elle a finalement abordé le sujet, j'ai laissé échapper le premier indice. « Gab, mon père est dévasté », m'a-t-elle dit en me tenant la main. Il jure que c'était un accident, qu'il a huilé toute la terrasse, pas seulement l'endroit où tu as glissé. « Michel, répondis-je calmement, as-tu vérifié toi-même s'il y avait de l'huile ailleurs ?» Elle resta silencieuse pendant un long moment. Josh a vérifié le lendemain. Il n'y avait aucune trace d'huile, sauf à l'endroit où tu es tombé. Et ça ne te dérange pas. Peut-être que mon père s'est trompé d'endroit. Il est âgé, il oublie parfois des détails. Je voyais bien qu'elle s'accrochait à n'importe quelle explication qui disculpait Robert. Mais ses doutes grandissaient, et cela faisait partie de mon plan. Le soir même, j'ai utilisé mon ordinateur portable pour accéder à distance à la caméra que j'avais installée. Ce que j'ai vu m'a rempli d'une sombre satisfaction que je n'avais jamais éprouvée auparavant. L'enregistrement était clair comme de l'eau de roche. Robert appliquait délibérément de l'huile sur une partie spécifique de la terrasse. Il discutait avec Tom de la façon dont il allait donner une leçon à son gendre arrogant. Il testait la surface avec son pied pour s'assurer qu'elle était suffisamment glissante. Puis vint le moment le plus accablant de tous. Robert riant en expliquant à Tom comment j'allais probablement prendre un bain dans la piscine et apprendre à ne pas me mêler des affaires de la famille. J'ai téléchargé tous les fichiers sur 3 appareils différents et j'ai créé des sauvegardes dans le cloud. J'ai ensuite appelé Michael Brennan, un avocat spécialisé dans les dommages corporels que j'avais trouvé en ligne. « Michael, j'ai besoin d'une consultation urgente. J'ai des preuves vidéo de quelqu'un créant délibérément une situation dangereuse qui a entraîné ma paralysie permanente. » Le silence à l'autre bout du fil a duré quelques secondes. « Gab, si vous avez bien compris la situation, il ne s'agit pas seulement de négligence. Cela pourrait être une tentative d'agression physique. C'est exactement ce que je pense. Pouvez-vous envoyer les preuves pour analyse? Elles sont déjà en route vers votre adresse email. » En attendant la réponse de Michael, j'ai entamé la 2e phase de mon plan, rassembler tous les documents médicaux. J'ai demandé des copies de tous les examens, rapports médicaux et déclarations des ambulanciers qui m'avaient pris en charge. Chaque document prouvait la gravité de la blessure et montrait comment le retard dans les soins avait aggravé mon pronostic. J'ai également obtenu les coordonnées de Josh et Tom par l'intermédiaire de Michel, sans éveiller les soupçons. Josh a immédiatement accepté de fournir une déclaration sous serment concernant les preuves matérielles qu'il avait trouvées sur la terrasse. Tom, initialement réticent, a changé d'avis lorsque je lui ai expliqué que sa coopération pourrait lui éviter d'être considéré comme complice. Tom, vous avez entendu Robert avouer qu'il avait délibérément tendu un piège. Si vous ne coopérez pas volontairement, vous pourriez être cité à comparaître comme témoin. Et si l'on découvre que vous étiez au courant et que vous n'avez rien dit, vous pourriez être considéré comme complice avant le fait. 24 heures plus tard, Tom avait fourni une déclaration détaillée de tout ce dont il avait été témoin, y compris les mots exacts de Robert au sujet de « me donner une leçon ». Michael a appelé vendredi avec des nouvelles qui ont dépassé mes attentes les plus optimistes. « Gab, j'ai examiné vos preuves avec notre équipe. Nous avons non seulement un dossier solide pour agression intentionnelle, mais aussi des preuves d'un comportement hostile récurrent. Avez-vous mentionné d'autres accidents antérieurs? Plusieurs. Un clou dans le pneu, une fuite programmée, de la nourriture avariée. Toujours déguisée en coïncidence. Cela établit la préméditation et l'intention malveillante. Nous parlons ici de dommages-intérêts punitifs substantiels, en plus de l'indemnisation pour les blessures. Pendant que je construisais mon dossier, Robert se comportait exactement comme je l'avais prévu. Michel m'a dit qu'il minimisait l'incident auprès de tous les membres de la famille, le décrivant comme un « accident stupide » que je dramatisais pour attirer l'attention et obtenir de l'argent. Il a même suggéré que vous pourriez simuler votre paralysie, m'a dit Michel avec hésitation. Il a dit qu'il connaissait des anciens combattants qui simulaient des blessures pour obtenir des avantages. Son arrogance était impressionnante. Même avec des preuves physiques contradictoires et des témoins qui remettaient en question sa version des faits, Robert continuait à affirmer qu'il était victime d'accusations injustes. Mais son excès de confiance allait causer sa perte. Le lundi suivant,
Michael allait non seulement intenter une action civile en dommages-intérêts, mais aussi fournir toutes les preuves au ministère public en vue d'éventuelles poursuites pénales. Robert Hendricks avait passé des décennies à croire que sa position de patriarche familial le rendait intouchable, que sa parole avait plus de poids que toute preuve contraire, que je n'étais qu'un gendre faible qui accepterait toute humiliation en silence. Si vous avez déjà dû vous battre contre quelqu'un qui utilise sa position familiale pour échapper aux conséquences de ses actes, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire est sur le point de montrer que personne n'est au-dessus des lois. Pendant que Robert continuait à répandre sa version déformée des événements à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, je construisais silencieusement un dossier qui transformerait son arrogance en preuve supplémentaire de sa malveillance. La véritable bataille était sur le point de commencer, et il n'avait aucune idée qu'il avait déjà perdu dès l'instant où il avait sous-estimé ma capacité à documenter et à prouver la vérité. Le lundi matin, lorsque l'huissier de justice frapperait à sa porte avec les documents de la citation à comparaître, Robert Hendricks découvrirait que 3 années de « jeu » cruel avaient enfin des conséquences que ni sa position familiale ni son arrogance militaire ne pourraient le protéger. Et l'enregistrement qui a capturé chaque mot de sa confession garantirait qu'il n'y aurait aucun moyen de nier, de minimiser ou de déformer ce qui s'était réellement passé sur cette terrasse huilée. Le lundi matin, à 9h pile, l'huissier de justice frappa à la porte des Hendricks. J'étais dans ma chambre d'hôpital, en visioconférence avec Michael, observant à travers les caméras de sécurité du quartier auxquelles Josh m'avait gentiment donné accès. « Monsieur Robert Hendricks » demanda l'huissier, un homme robuste d'âge moyen avec un dossier sous le bras. « Oui, c'est moi. »« Qu'y a-t-il » répondit Robert, encore en peignoir, clairement irrité d'avoir été réveillé si tôt. « Vous êtes assigné à comparaître dans le cadre d'une action civile pour agression volontaire et dommages corporels entraînant des lésions permanentes. De plus, le ministère public de l'État du Massachusetts vous demande de vous présenter pour un interrogatoire concernant d'éventuelles accusations criminelles. » Je souriais depuis mon lit d'hôpital en observant l'expression de Robert passer de l'irritation à la confusion, puis à une panique mal dissimulée. « C'est ridicule !» s'écria-t-il en saisissant les papiers de main tremblante. « C'était un accident. Mon gendre a glissé sur la terrasse. Monsieur, je suis seulement responsable de la livraison. Vous devez signer ici pour confirmer la réception. » 40 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Michel, hystérique. « Gab, que se passe-t-il ? Mon père m'a dit que tu le poursuivais en justice ? Ce n'est pas possible. »« Michel, répondis-je calmement, ton père a délibérément créé une situation dangereuse qui m'a rendu paralysé à vie. J'ai des preuves. » »« Des preuves ? Quelles preuves ? C'était un accident. J'ai une vidéo de ton père en train d'appliquer de l'huile uniquement à l'endroit où il savait que je passerais, tout en expliquant à Tom comment il allait donner une leçon à son gendre arrogant. » Le silence à l'autre bout du fil dura près d'1 minute. « Tu as filmé mon père ? » J'ai installé une caméra de sécurité après les autres accidents. Celui du pneu, la fuite programmée, la nourriture avariée. Je savais que quelque chose de pire allait arriver. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Espionner ma famille. Ta famille m'a envoyé à l'hôpital, Michel. Ton père m'a rendu paraplégique comme une blague cruelle. Mardi, les choses ont commencé à s'accélérer. Michael m'a appelé avec une mise à jour qui a dépassé mes attentes. Gab, le procureur est prêt à proposer un accord à ton beau-père. 2 ans de prison plus 5 ans de liberté conditionnelle en échange d'un aveu de culpabilité pour coups et blessures volontaires. Et s'il refuse ? On ira au procès. Avec les preuves qu'on a, il risque jusqu'à 10 ans pour coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Robert. « Gab, il faut qu'on parle. D'homme à homme. » « Je t'écoute. » « Écoute, j'ai peut-être exagéré en plaisantant. Je ne voulais pas que tu sois autant blessé. On peut régler ça à l'amiable ? » Son audace était impressionnante. Même maintenant, avec des preuves accablantes contre lui, il essayait encore de minimiser ce qu'il avait fait. « Robert, tu m'as rendu paraplégique. Et ensuite, tu as ri pendant que je suppliais qu'on m'aide. » Je ne riais pas. J'étais nerveux. Parfois, je ris quand je suis nerveux. J'ai enregistré la conversation où tu expliques à Tom comment tu allais m'humilier. Mot pour mot. Un autre long silence. Quand il reprit la parole, sa voix avait complètement changé. « Combien veux-tu ? » ?»« Pardon. »« De l'argent. Combien veux-tu pour oublier toute cette histoire ? » ?»« Robert, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conséquences. Tu as passé 3 ans à me saboter, à m'humilier, à essayer de détruire mon mariage. Et maintenant, tu m'as blessé de façon permanente. Tu dois répondre de ça. Écoute-moi, espèce de...
commença-t-il, son masque de civilité tombant enfin. Tu as toujours été un faible. Ma fille méritait mieux qu'un petit ingénieur prétentieux qui n'arrive même pas à... Attention, l'interrompis-je. Cet appel est enregistré avec votre permission verbale, et vous venez d'admettre que vous nourrissez de l'animosité à mon égard depuis des années. Le clic de la ligne coupée fut audible. Le mercredi, Michael m'appela avec la nouvelle que j'attendais. Robert a rejeté l'accord. Il ira au procès. Mais il y a autre chose. Nous avons découvert qu'il avait des antécédents de comportement agressif dans l'armée. Il a été renvoyé pour incident de discipline excessive avec ses subordonnés. Cela renforce notre dossier. Cela établit un schéma de comportement abusif. Et il y a plus, Michelle nous a contactés. Elle veut témoigner en votre faveur. Cela m'a complètement surpris. Michelle, elle va témoigner contre son propre père? Elle a dit qu'elle avait revu toutes ces allégations concernant les accidents précédents et qu'elle s'était rendue compte que vous aviez raison. Le clou dans le pneu, la fuite, la nourriture avariée. Elle s'est souvenue de détails qui n'avaient pas de sens à l'époque. Jeudi, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Gab, cet homme. Je dois te dire quelque chose. Robert m'a appelé hier pour m'offrir 5 000 $ pour que je change ma version des faits. Il a essayé de te soudoyer. Oui. Et j'ai enregistré l'appel. Il m'a dit que si je disais que j'avais mal compris ce qu'il m'avait dit à propos de l'huile, il paierait mes factures de carte de crédit. Tentative de subornation de témoins. Une autre accusation criminelle à ajouter à la liste. Tom, tu vas remettre cet enregistrement à la police. Je l'ai déjà fait. Et il y a plus. Il m'a dit par inadvertance qu'il avait essayé de supprimer certains SMS qu'il avait envoyés à d'autres amis à ton sujet. Des messages qui te traitaient de tous les noms et qui parlaient de te donner une leçon de respect. Le vendredi, une semaine après avoir été assigné à comparaître, Robert a passé l'appel que j'attendais depuis des jours. Gab, j'accepte l'accord. 2 ans de prison. Trop tard, Robert. Le délai pour accepter l'accord a expiré hier. Et après la tentative de subornation de Tom, le procureur a retiré son offre. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis un ancien combattant, j'ai une réputation dans la communauté. Vous auriez dû y penser avant de me rendre paraplégique pour vous amuser. Je vais dire à tout le monde que vous êtes un manipulateur, que vous avez tout planifié. N'hésitez pas. L'enregistrement de cet appel, ainsi que toutes les autres preuves, seront disponibles lors du procès. Ce que Robert ne savait pas, c'est que pendant qu'il essayait frénétiquement de réparer les dégâts, j'avais découvert quelque chose d'encore plus dévastateur. Grâce à Michel, j'avais appris qu'il avait fait des commentaires similaires sur d'autres gendres d'amis de la famille. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé d'animosité à mon égard, mais d'un comportement habituel chez quelqu'un qui considérait l'humiliation de ses gendres comme un droit patriarcal. Lorsque j'ai partagé cette information avec Michael, il a souri pour la première fois depuis que je le connaissais. Gab, il ne s'agit plus seulement de tes blessures. Nous parlons d'un prédateur en série qui utilise sa position familiale pour abuser de personnes vulnérables. Le jury verra exactement qui est Robert Hendricks. Alors que je contemplais ma nouvelle réalité à travers la fenêtre de l'hôpital, fauteuil roulant, barre d'appui, un avenir complètement différent de celui que j'avais prévu, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Robert avait sous-estimé non seulement ma capacité à documenter des preuves, mais aussi ma détermination à faire en sorte que ces actes aient des conséquences réelles. Son arrogance militaire et sa position de patriarche familial ne pourraient pas le protéger de la vérité enregistrée en haute définition. Le véritable paradoxe était qu'en essayant de m'humilier à jamais, il m'avait donné l'occasion de révéler des décennies de comportements abusifs que d'autres gendres avaient subis en silence. Et lorsque le verdict serait rendu, Robert Hendricks découvrirait que toutes les guerres ne se gagnent pas à la force brute. Certaines exigent de la patience, de la planification et la sagesse de laisser l'ennemi se détruire par sa propre arrogance. 18 mois plus tard, Robert Hendricks était assis dans une cellule de prison d'État, purgeant une peine de 8 ans pour agression physique aggravée, tentative de subornation de témoins et obstruction à la justice. Le jury n'avait délibéré que 3 heures. Les preuves vidéo étaient si claires, si irréfutables, que même l'avocat le plus cher que l'argent de la retraite de Robert pouvait s'offrir n'avait pas réussi à monter une défense crédible. Pendant le procès, j'ai été témoin d'une chose que je n'aurais jamais imaginé voir. Robert pleurait en public lorsque le verdict a été lu. L'homme qui avait passé des décennies à utiliser sa position d'autorité pour humilier les autres devait enfin faire face aux conséquences de ses actes. Mais la véritable satisfaction est venue plus tard, lorsque j'ai découvert que 5 autres gendres d'amis de la famille s'étaient présentés avec des histoires similaires des accidents orchestrés par leur beau-père, inspirés par l'exemple de Robert. Mes preuves avaient ouvert la voie à une enquête plus large sur les abus familiaux systématiques dissimulés sous le couvert de traditions patriarcales.
Michel et moi avons divorcé, mais à l'amiable. Elle a finalement compris que défendre le comportement toxique de son père avait été sa façon de survivre dans une famille dysfonctionnelle. Pendant notre thérapie de couple, avant notre séparation, elle m'a demandé pardon non seulement de ne pas m'avoir soutenu quand j'en avais besoin, mais aussi d'avoir laissé sa loyauté familiale aveugler sa capacité à voir la vérité. « Gab », m'a-t-elle dit lors de notre dernière séance, « tu m'as sauvé autant que tu t'es sauvé toi-même. Si tu n'avais pas dénoncé mon père, j'aurais passé ma vie à perpétuer le même schéma avec nos enfants. » Mes parents ont mis plus de temps à accepter leur complicité dans la négligence médicale qui a aggravé ma blessure. Mais lorsque les médecins leur ont expliqué en détail comment ces 20 minutes de retard avaient transformé une blessure partielle en paralysie permanente, quelque chose s'est brisé en eux. Mon père Donald a vendu ses parts dans la banque et est devenu bénévole dans une organisation qui dispense les premiers secours aux personnes handicapées. Ma mère Patricia a commencé à fréquenter des groupes de soutien pour les familles confrontées à des lésions médulaires. « Fils », m'a dit mon père il y a 6 mois, j'ai passé 63 ans à croire qu'admettre une erreur était un signe de faiblesse. Je réalise maintenant que c'est le fait d'ignorer la vérité qui a fait de moi un homme faible. Quant à moi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans les décombres de mon ancienne vie. Une force que je ne me savais pas capable de posséder. Les 3 200 000 $ obtenus à l'issue du procès civil m'ont permis de créer une entreprise de conseil en accessibilité architecturale. Je mets à profit mon expérience d'ingénieur et ma nouvelle perspective en tant qu'utilisateur de fauteuils roulants pour aider d'autres personnes à créer des espaces véritablement inclusifs. La semaine dernière, j'ai reçu un prix de l'Association des ingénieurs du Massachusetts pour la conception d'un complexe résidentiel qui a révolutionné les normes d'accessibilité dans l'État. Alors que je recevais cette distinction, j'ai pensé à Robert regardant les informations sur son incarcération. L'ironie était parfaite. Sa tentative de m'humilier avait fait de moi quelqu'un qui aidait désormais des milliers de personnes à vivre dans la dignité et l'indépendance. Josh, le voisin qui a été le premier à remettre en question la version de Robert, est devenu mon meilleur ami et mon associé dans l'entreprise. Tom, qui a fourni des preuves cruciales, travaille avec nous à l'élaboration de protocoles de sécurité. Nous avons tous appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle était de Robert, écrite depuis la prison. 2 pages d'excuses sincères, expliquant comment la thérapie obligatoire lui avait ouvert les yeux sur des décennies de comportements abusifs. Il assumait l'entière responsabilité de ses actes et m'exprimait sa gratitude d'avoir révélé la vérité avant qu'il ne cause davantage de dégâts. « Vous m'avez sauvé de moi-même », écrivait-il. « Et vous avez sauvé d'autres familles de l'homme que j'étais. » Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je l'ai conservée. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que même les personnes les plus toxiques peuvent changer lorsqu'elles sont confrontées aux conséquences réelles de leurs actes. Aujourd'hui, 3 ans après ce barbecue fatidique, j'ai une vie que je n'aurais jamais imaginé possible. Je vis dans une maison adaptée avec vue sur le lac, je conduis une voiture modifiée qui me donne une liberté totale et j'ai créé une entreprise qui transforme la vie des gens chaque jour. La paralysie n'a pas disparu. Je suis toujours en fauteuil roulant et je suis confronté chaque jour à des défis que les personnes valides ne peuvent imaginer. Mais j'ai découvert que notre force ne vient pas de l'absence de limites, mais du refus de laisser ces limites définir notre valeur. Si vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui a utilisé sa position d'autorité pour abuser de son pouvoir, si vous avez déjà vu votre douleur ignorée par des personnes qui auraient dû vous protéger, sachez que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Votre voix compte, votre expérience est valable, et il y a des gens qui vous croiront lorsque vous trouverez le courage de parler. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison en triomphe, et n'oubliez pas, parfois, les pires moments de notre vie deviennent le début de nos plus grandes victoires. Robert a essayé de me briser avec une blague cruelle. Au lieu de cela, il m'a aidé à découvrir que j'étais inébranlable.